Salut tout le monde, bienvenue dans votre cours d'éthique et culture religieuse de cette semaine du 1er juin. J'espère que vous allez toujours bien, continuez d'aller bien aussi, je le sais que ça peut être difficile là, présentement, j'enregistre mes vidéos puis il fait comme 32 degrés dehors. Il fait super chaud, je sais que ça peut être super difficile, mais il faut continuer de pousser, hein, pensez à ce que vous avez fait durant l'année, quand vous avez fait l'année d'avant. C'est pas le temps d'arrêter de vous forcer, là, puis continuer. Il ne reste pas pour super longtemps, là, 3-4 semaines encore. Puis après ça, on tombe en été pour de bon. Cette semaine, la vidéo, elle va être en 3 temps. Pour commencer, je corrige avec vous le travail de la semaine passée. Donc, il y avait 2 exercices, page 24-25. On corrige ça. Deuxièmement, on fait le tour du document de cette semaine, donc les pages 26 à 29. Puis, en finissant, je vous parle du questionnaire de cette semaine, page 30 à 32. Dites-vous que tous ces documents-là, que je vous envoie fragmentés, moi, depuis 2-3 semaines, à la base, ils étaient tous ensemble. C'est pour ça que 30, 32, 26, 29, tout ça se suit. Fait que, sortez, page 24-25, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez mettre ça sur pause puis ouvrir votre document. Ça marche pas comme en classe, hein? On va mettre ça comme ça. Je vais le rapetisser. Je vais faire ça avant. Le mettre de cette manière-là. Comme ça, il va être dans le milieu de la page. Ça va aller mieux. Page 24-25. À la page 24, on avait un petit exercice. Il fallait prendre... on est ici. Il fallait prendre des valeurs, dire si c'était moral ou non. Donc, c'était oui ou non pour cette question-là. Puis me dire quelle était la conséquence négative. Donc, c'est quoi la contrepartie négative de cette valeur morale-là? Si on ne l'applique pas, qu'est-ce qui se passe? La première, on y va avec les 2 premières. L'amitié, donc c'est une valeur morale. Hein, c'est une valeur morale puisqu'elle vise le bien commun. Si elle ne visait pas le bien commun, ce serait une valeur tout court. On peut espérer que dans une société, si tout le monde a comme valeur l'amitié, mais on a plus de relations amicales avec des personnes, donc le monde va probablement mieux. Si on n'est pas dans l'amitié, quelle sera la conséquence négative? C'est ce qu'on appelle l'inimitié. Donc, je vous apprends peut-être un mot aujourd'hui. L'inimitié, c'est le contraire de l'amitié. Puis, ça ne veut pas dire ennemi. Hein? L'ennemi, c'est un nom. Là, on parle d'inimitié. Donc, c'est la valeur contraire à l'amitié. C'est un sentiment hostile à quelqu'un. Un mauvais sentiment qu'on a par rapport à quelqu'un. L'égalité, c'est une valeur morale, donc ça favorise nécessairement le bien commun. Puis si on ne l'applique pas, on est dans l'inégalité, la discrimination et la ségrégation, donc la séparation de différents groupes de personnes. Ça peut être basé sur la religion, ça peut être basé sur la couleur de la peau, peu importe, mais on n'est pas dans l'égalité. La démocratie, c'est une valeur morale. Puis si on ne l'applique pas, on peut tomber facilement dans la dictature. Donc, une personne qui choisit pour le reste de la population. Puis la monarchie, c'est à peu près le même principe, sauf que là, on est dans un système familial. Donc, de père en fils ou dans le sang royal, ça va toujours rester dans la même famille, le pouvoir. La spiritualité, ce n'est pas une valeur morale. C'est une valeur, mais pas morale. Favorise pas le bien commun, que moi je crois ou que vous croyez. On n'est pas dans le bien commun du tout. C'est assez personnel comme décision. Donc, il n'y a pas de contrepartie négative. On va avec les 2 prochaines. L'astronomie, ça n'est pas plus une valeur morale, donc il n'y a pas de contrepartie négative. L'hygiène, c'est une valeur morale, donc c'est sûr que ça favorise le vivre ensemble. Hein? Si tout le monde a une bonne hygiène, c'est plus agréable pour tout le monde. Puis le contraire, en fait, la contrepartie, c'est la malpropreté. Et on le voit présentement, on le vit, les risques sanitaires aussi. Donc, si je n'ai pas une bonne hygiène, il y a des risques sanitaires importants. Je vais traîner des bactéries, des microbes, des maladies, et je pourrais les transmettre à d'autres personnes. Et le dernier, la générosité, c'est nécessairement une valeur morale, puisque on peut espérer que si toute une société est généreuse,
plusieurs personnes vivent mieux. Et on a mis comme contrepartie négative, donc si on ne l'applique pas, l'avarice, donc être avare, ça veut dire pas être généreux, donc c'est le contraire, être gratteux, on pourrait dire en bon français, la cupidité, qui est un synonyme, et la radinerie, qui est à peu près le même principe aussi. Page 25, donc on vient de corriger 24, page 25, vous me disiez pour chaque énoncé si c'était un principe moral, donc P, ou un interdit moral, I. Ensuite de ça, vous me nommiez la valeur, une ou des valeurs qui étaient reliées à ce principe ou cet interdit-là. Une chose, par contre, je vous empêchais d'utiliser le mot respect, puisque c'est trop facile avec la valeur respect d'aller la mettre à peu près partout. Fait que, on part ça. Il faut toujours finir ce que l'on commence. On est dans le principe. Donc, la valeur est la constance ou l'effort. C'est un principe, une chose qu'on suit. Un principe, c'est comme un énoncé sur lequel on va se coller le plus possible. Tandis que l'interdit, ça va être quelque chose qu'on s'empêche de faire. Les deux prochains. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est un principe et basé sur le travail, sur le sens du devoir, et non pas un devoir, hein, c'est le devoir, dans le sens de la valeur. Il faut respecter son prochain. On aurait pu accepter respect quand même, là, pour celui-là, il était difficile à faire. Sinon, on est dans le principe, on va parler de bienveillance, donc bien veiller sur quelqu'un. On ne doit pas voler. C'est clairement un interdit, donc un négatif, quelque chose qu'on ne doit pas faire. Donc, c'est un interdit. C'est basé sur quelle valeur? Ben, l'honnêteté. Si tu vas dans la cour arrière de ton voisin pour y voler sa tondeuse pendant qu'il dort, ben, c'est pas très, très honnête de ta part. Puis, le sens de la propriété, c'est le même principe. Donc, c'est ses affaires, ça lui appartient, tu dois respecter ça. Il faut protéger les gens. Donc, c'est un principe basé sur la sécurité. Fais ce que doit. Donc, c'est peut-être la première fois que vous voyez cette formule-là. Fais ce que doit, c'est toujours un petit peu difficile à expliquer. C'est fais ce que tu as à faire. Hein? Fais ce que doit, on pourrait dire fais ce que tu as à faire. Donc, fais tes affaires, fais ton travail, fais le bien, fais tes choses, mêle-toi de tes affaires aussi si on veut. Sois à ta place au moment où on te le dit. C'est un principe basé sur le sens du devoir. Il faut dénoncer l'injustice. C'est un principe basé sur la justice et l'honnêteté. Nul ne doit faire de faux témoignages. Un faux témoignage, c'est mentir. Donc, c'est un interdit basé sur l'honnêteté, la franchise. Il faut toujours faire preuve de prudence. On est dans la prudence, c'est un principe. Il ne faut pas se prendre pour un autre. C'est un interdit basé sur l'humilité, l'authenticité, donc être soi-même, être fidèle à soi-même. Nul ne doit mettre la vie de quiconque en danger, un interdit basé sur la vie. La vie, c'est une valeur. Il faut protéger l'environnement. On est dans le principe basé sur la valeur environnement. En toute chose, il ne faut pas faire d'excès. C'est un interdit. On est dans la modération, la maîtrise. Hein. Un excès, ça le dit, c'est qu'il y a une limite, puis qu'on l'a dépassé. Pensez à un excès de vitesse, par exemple. On a dépassé la limite de vitesse. Donc, si on est capable de se maîtriser, c'est que c'est qu'on n'est pas on est capable de maîtriser la limite et donc de ne pas aller au-dessus. Les bonnes manières sont toujours de mise. On est dans le principe basé sur la politesse, la bienséance. La bienséance, c'est justement toutes les règles de bonne manière, comme dire s'il vous plaît, dire merci, dire bonjour, vous voyez. C'est ce qu'on appelle la bienséance. Ne jamais divulguer un secret. On est dans l'interdit, oui, basé sur la discrétion, la parole, l'honnêteté, on pourrait dire aussi. Et sois prêt à rendre compte de tes actes. On parle d'un principe basé sur la responsabilité. Donc, sois prêt, sois capable
de prendre tes responsabilités quand c'est le temps. Si tu fais une connerie, tu te fais pogner, mais essaie pas de mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre si c'est de ta faute. Prends tes responsabilités et assume-les. C'est ça que ça veut dire, sois prêt à rendre compte de tes actes. Je vous montre le tableau complet pour quelqu'un qui voudrait mettre ça sur pause puis comparer ses réponses. Donc, c'est le temps de peser sur pause. Sinon, ben, on enchaîne avec l'autre document. Donc, première partie de la vidéo, c'est terminé maintenant. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Je vous ai mis ça disponible. Je vous ai mis ça disponible sur le Teams du groupe. On termine le cahier cette semaine. Donc, on fait 26 à 29, puis après 30 à 32. Ça commence page 26 avec la conception de la vie bonne. J'ai la première phase, puis je fais un petit retour sur le cours de la semaine passée. Nous savons maintenant qu'il y a des valeurs morales et des valeurs subjectives. Rapidement comme ça, une valeur subjective, ben, c'est une valeur qui répond à nos 6 critères que je vais aller chercher rapidement. On devrait retrouver ça ici. C'était à l'autre cours d'avant. Mais rapidement comme ça, valeur subjective, c'est quelque chose qui est important pour nous, qui se développe, qui est inculqué, qu'on protège et sur lequel on met du temps. Il m'en manque un là, que j'oublie. Comme ça, je ne vais pas prendre le temps d'ouvrir le document pendant ma vidéo. Donc, valeur subjective, ce sera ça. Et valeur morale, on va rajouter un élément, c'est le bien commun. Donc, on a une valeur morale lorsque celle-ci répond aux 6 critères de base et qu'on y ajoute le bien commun. Prenez la fidélité ou la générosité. Tu sais, la générosité, ça a plus de sens. Et si toute une population est généreuse, on peut espérer, puis on peut très bien s'imaginer que dans cette société-là, il y aura plus de bien que de mal. Maintenant, ceci dit, ces deux types de valeurs-là entrent dans la constitution de notre identité. Donc, moi, j'ai des valeurs subjectives, j'ai des valeurs morales. Valeurs morales, on peut mettre la fidélité, on pourrait mettre aussi le respect, la bienveillance, ces choses-là. Puis, valeurs subjectives, clairement la lecture, la musique aussi. Là, je parle de ma façon de voir les choses. Donc, mon identité est faite de ces deux types de valeurs. Or, l'identité d'une personne ne se réduit pas à son rôle au sein de la société. Sinon, elle ne serait qu'une reproduction du référentiel moral de son groupe social. Ce qu'on veut dire par là, c'est que mon identité, c'est pas juste les valeurs morales. Puisque si tout le Québec avait les mêmes valeurs, avait juste les mêmes valeurs morales, puis pas de valeurs plus personnelles, on n'aurait pas besoin de justice. Si tout le monde était capable de s'entendre sur on ne doit pas voler, on ne doit pas faire de meurtre, puis on ne doit pas agresser des personnes, ça n'existerait pas un palais de justice, puis il n'y aurait pas de policiers non plus. Parce qu'on s'entendrait tous sur la même chose. Ce qui fait que une valeur morale, c'est pas appliqué à tout le monde de la même manière. De même, c'est vrai aussi au contraire. De même, une identité ne se réduit pas non plus à ce que nous avons de plus privé, personnel en nous. Sinon, il n'y aurait aucune entente intersubjective possible. C'est pas vrai aussi qu'on est juste fait de valeurs subjectives, puisque là, on arriverait difficilement à vivre en société, si on n'avait que nos propres valeurs personnelles, et qu'on partageait aucune valeur avec la société dans laquelle on vit. On peut s'imaginer que le partage de la société serait difficile. Le fait de rencontrer, de croiser des gens, de vivre avec d'autres personnes, serait très, très difficile. Donc, on est fait des deux types de valeurs. Notre identité passe par un amalgame, donc un mélange des deux. J'espère que c'est clair jusqu'ici. Je vous rappelle à tout moment, si c'est pas clair, là, vous m'écrivez sur Teams, par courriel ou par Facebook. Ça va me faire plaisir de vous aider. On peut même s'appeler, des fois ça va plus vite. Toutefois, il demeure indéniable que l'identité est une réalité personnelle. C'est assez clair comme phrase. Elle ne peut donc pas s'identifier purement et simplement au référentiel moral.
C'est un peu ce que je viens de dire, ben je peux pas être fait que de valeurs morales, sinon on serait tous pareils. Le mélange des deux types de valeurs engendre, puis là je passe à l'autre ligne, je suis le surlignement, engendre une conception de la vie bonne, qu'on va appeler CDLVB. Donc j'ai des valeurs morales que je partage avec vous, que je partage avec la société au Québec. On a une façon de vivre qui est propre à nous, puis c'est lié à nos valeurs morales. Puis j'ai aussi des valeurs subjectives qui font un peu ce que je suis plus personnellement. Et ces deux choses-là ensemble, c'est ce qu'on va appeler la conception de la vie bonne. Donc ma conception de la vie bonne est évidemment pas la même que vous. Une vie bonne est un idéal de vie personnelle, une conception de ce qu'est pour chacun une vie épanouissante, une vie digne d'être vécue. C'est sûr que moi, j'ai pas les mêmes objectifs dans la vie que vous. Puis probablement que si je parlais avec mon moi qui était en secondaire 4, ben il n'y aurait pas la même vision de la vie non plus. Bon, on a des exemples ici. Pour l'un, ce sera une vie dans laquelle on aura travaillé à rendre heureux les gens qui nous entourent. Pour un autre, ce sera une vie où l'on aura pratiqué de façon consciencieuse et honnête un métier ou une profession que l'on aime. Il y en a que leur vie, ça va être d'aller faire des voyages humanitaires puis d'aider sur la planète entière. Puis pour d'autres, ce serait impensable de faire ça. Pour eux, leur conception de la vie bonne, ce serait je vais travailler dur, je vais ramasser mon argent, je vais vivre selon les règles de la société, puis aider à ma façon. Donc, on a tous une vision de la vie qui est complètement différente. C'est ce qu'on va appeler notre conception de la vie bonne. C'est très personnel, évidemment. Les valeurs qui sont présentées dans notre conception de la vie bonne ne sont pas toutes pour autant subjectives. Donc, c'est pas vrai que ma conception de la vie bonne, elle est à 100% personnelle. Elle s'inscrit quand même dans notre société avec des valeurs que je partage avec vous, par exemple. Plusieurs de ces valeurs n'étant pas notre fait, donc créées ou pensées par nous, celles-là sont, comme nous l'avons vu, des valeurs morales. Puis le petit dessin, la petite image qu'on a ici nous explique très bien ce que j'essaie de vous dire. Le je, c'est moi ou c'est vous. Puis ce qu'on voit, ça ressemble un peu au dessin d'atomes, là. C'est que gravitent autour de moi des valeurs subjectives, prenez la lecture, la musique, des choses comme ça, puis des valeurs morales, des valeurs que je partage avec vous, des valeurs que je partage avec des gens dans la société québécoise, et tout ça, ça engendre ce qu'on va appeler la conception de la vie bonne, ma vision de ce qu'est une vie digne d'être vécue. J'espère que c'est plutôt clair. Page 27. Chacun au cours de sa vie est en lien avec un milieu social où non seulement des valeurs subjectives sont véhiculées, mais où sont transmises aussi des valeurs morales. Toute personne en grandissant se fait inculquer par son éducation des valeurs morales et est exposée à des valeurs subjectives. Donc c'est sûr que par rapport avec qui vous avez grandi, est-ce que c'est juste votre père, juste votre mère, est-ce que c'est vos parents se sont séparés, sont pas séparés, qui y avait dans la maison quand vous avez été élevé, est-ce que vous avez des frères, des sœurs, est-ce que vos grands-parents vivent aussi avec vous, peu importe, mais tout ça, ça fait en sorte que vous avez des valeurs assez précises qui ne seront pas nécessairement les mêmes que votre voisin. Mais il est inévitable que les valeurs morales reçues, bien que le je ne les ait pas inventées, vont être personnalisées pour entrer dans le cadre de la constitution, de la conception de la vie bonne de cette personne particulière. En revanche, ces valeurs ne deviennent pas pour autant des valeurs subjectives. Je vous explique. Si mes parents, quand ils m'éduquent, mais ils vont parler de la fidélité, et ça se peut que cette fidélité-là, par rapport à ce que je vis, par rapport à comment moi je me développe, cette conception-là de la fidélité est peut-être pas nécessairement la même que mon voisin ou que mes parents, justement. Éventuellement, elle va peut-être se métamorphoser, puis devenir une autre valeur, elle va devenir quelque chose d'un peu différent. Puis, même pour vous-même, peut-être que votre conception de la fidélité, là, en secondaire 4, sera plus la même quand vous allez avoir 42 ans. Hein. Si, à un moment donné,
vous êtes en couple avec une personne, puis que votre meilleur ami vous montre des photos du gars ou de la fille avec qui vous sortez, qui est en train d'embrasser une autre personne, ça se peut que votre conception de la fidélité soit ébranlée, évidemment. Ce qui fait que ma vision de la fidélité, bien que c'est une valeur morale, et donc qui peut être partagée avec d'autres personnes, ma version de la fidélité ne sera pas la même que celle de mon voisin. Donc, j'espère que c'est assez clair de ce côté-là. Vous voyez le titre, problématisation en matière pratique. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, nous avons vu que la morale, via ses principes, ses règles, ses interdits, ses valeurs, vise à rendre possible la vie en société. Elle est le résultat des réflexions, des adaptations que les humains font ou idéalisent pour trouver le meilleur équilibre permettant le vivre ensemble, ici et maintenant. Mais une société n'est pas une réalité statique. La société actuelle, c'est pas la même que celle de 1812. Puis c'est même pas la même que la génération de mes parents, par exemple. Donc, il y a 50 ans, la vie était complètement différente de celle d'aujourd'hui en 2020. Donc la société, c'est pas quelque chose qui est figé, qui reste pareil, c'est quelque chose qui bouge et qui bouge beaucoup. Je vais faire je change de document pour vous montrer un peu un exemple de ça. Exemple assez simple, vous avez 1812 et 2020 ici, avec 10 thèmes. On va regarder que versus 1812 versus 2020, on va voir qu'il y a des changements qui s'opèrent entre les deux. Bon, pour chaque thème, on va se demander est-ce que c'est accepté ou est-ce que c'est acceptable ou est-ce que c'était accepté, est-ce que c'était acceptable. Évidemment, en classe, ça aurait été plus facile. Là. J'aurais pu vous poser la question puis vous auriez pu me répondre. Là, on va le faire comme ça à distance. Le mariage, en 1812, le mariage, c'est très accepté et encouragé. La fidélité, oui, donc on se mariait, c'était pour la vie, puis il n'y avait aucun problème là-dedans. Le viol, le viol, c'était pas accepté en 1812. Le vol, c'était pas plus accepté en 1812. Les meurtres, non plus. L'inceste, non plus. L'avortement, c'était pas accepté pour des raisons religieuses, des raisons aussi de technologie. Hein. On n'avait pas grand-chose pour que ça se passe bien, un avortement. L'euthanasie humaine, c'est pas quelque chose qu'on faisait. Oui, il y avait des mises à mort dans les prisons. On parle pas d'euthanasie, donc vraiment de décision d'une personne de vouloir mettre fin à ses jours de façon légale. Ça n'existait pas. L'homosexualité, ça, c'est clair que ça n'existait pas. Et l'esclavage, je suis obligé de changer de couleur. L'esclavage, oui, c'était possible. Donc, les années 1800, le 19e siècle, est à peu près fondé, basé sur l'esclavage. On repart en 2020, les mêmes thèmes. Le mariage, c'est toujours très, très accepté. Hein. Le fait de te marier, ça fait pas de toi quelqu'un qui est en dehors de la société ou qui est mal perçu. Oui, il y a moins de monde qui se marie, mais c'est pas mal vu. La fidélité, ce que je sache, c'est toujours bien vu. Le viol, ce que je sache, ça n'a pas changé. C'est pas plus accepté. Le vol, même chose. Le meurtre, même chose. L'inceste, non plus. L'avortement, l'avortement, ça a changé quand même. Donc, de 1812 à 2020, l'avortement est maintenant possible. On y reviendra tantôt sur comment ce changement-là a pu s'opérer. L'euthanasie humaine, depuis très récemment, quelques années seulement, au Québec, c'est possible de mettre fin à ces jours si on respecte les caractéristiques demandées, si on veut. L'homosexualité, c'est tout à fait accepté. Là, quand je dis que c'est accepté, je parle par la majorité de la société. Après ça, est-ce qu'il existe encore des actes personnels ou un peu plus privés qui se font contre des personnes qui seraient homosexuelles? Ben oui, malheureusement, ça existe encore. Mais en société, c'est pas mal perçu. Puis l'esclavage, à ce que je sache, ce n'est plus accepté.
Vous voyez qu'il y a des choses qui restent, puis il y a des choses qui changent. Donc, notre société, elle a changé. Puis là, on parle de 200 ans, on pourrait reculer 500, on pourrait reculer 1000, 2000 ans. Il y a des choses qui changent. Puis, on pourrait avancer aussi. Là. On peut pas voir l'avenir, mais dans 50 ans, il y aurait des thèmes qui pourraient changer aussi. Pas nécessairement dans cette liste-là, mais la société va changer, c'est ça. On revient à notre document. Donc, la société n'est pas statique. Elle vit des changements. Maintenant, les changements, comment ils arrivent et pourquoi? Premier changement, ben, c'est l'arrivée de nouvelles technologies. Donc, je vous ai mis un 1. Premier changement, nouvelles technologies. Prenez l'avortement. Ben, si l'avortement n'était pas possible il y a 40 ans, 50 ans, c'est tout simplement, ben pas tout simplement, mais c'est en partie à cause qu'on n'avait pas la technologie pour bien le faire. Donc, une femme qui se faisait avorter il y a 50 ans, elle avait des gros risques pour sa santé. Il y avait des bonnes chances qu'elle ne survive pas à l'avortement. Fait que là, quand tu te poses la question, il y a 50 ans, est-ce que je me fais avorter ou non? La réponse vient plutôt facilement. On se téléporte en 2020. Ben, aller se faire avorter, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est pas quelque chose qui peut mettre fin à tes jours. Je veux dire, l'opération n'est pas nécessairement dangereuse. C'est une grosse décision, mais il n'y a plus de danger pour la vie. Donc, les nouvelles technologies, ça apporte des changements. Tout ce qui a trait à la liberté puis la propriété privée, hein, le fait que tu veuilles vivre tes choses de façon privée, avec l'arrivée des réseaux sociaux, qui sont des nouvelles technologies, on voit des changements par rapport à ça. 2, changement social, l'arrivée de nouvelles visions du monde via l'immigration. Donc, le fait que les gens se déplacent de pays en pays avec leur culture apporte des changements dans des sociétés. Une nouvelle religion, de la nouvelle nourriture, des nouvelles maladies même qui se promènent de façon mondiale, ça apporte des changements. Puis troisième ici, c'est le recul de la présence religieuse dans une culture. Au Québec, c'est quelque chose qu'on a vécu il y a 50, 60 ans. La religion catholique a perdu beaucoup de son importance puis de ses pouvoirs, ce qui a apporté des changements énormes. Hein. Je reviens à l'avortement. C'est en partie à cause de ça que c'est rendu beaucoup plus accepté, puisque l'Église empêchait les avortements. Ces nouveautés amènent des modifications dans les sensibilités et finissent par reconfigurer graduellement, sous certains de ces aspects, la morale en place. Donc, quand les changements s'opèrent, ça nous amène aussi à revoir notre morale, puis à ébranler un peu notre morale. C'est pourquoi des situations considérées comme acceptables jusque-là, tout à coup ne le sont plus, et vice-versa. On parle alors de changement de mentalité. Hein, l'avortement, il y a 50 ans, c'était impensable. Donc, si quelqu'un se faisait avorter, ça pouvait vraiment mettre fin à sa vie publique. Donc, elle pouvait être pointée du doigt, cette personne-là, cette femme-là, puis elle aurait pu une très belle qualité de vie. Maintenant, en 2020, les se faire avorter, c'est beaucoup moins mal perçu dans notre société. Donc, il y a eu un gros changement de mentalité là-dessus. On va rajouter un quatrième aspect, un quatrième changement, c'est le caractère inédit d'une situation. Donc, le fait qu'une situation vécue, on ne l'ait jamais vécue auparavant. Prenez la pandémie actuelle, le fait que je suis obligé de faire le cours à distance à travers un ordi, ben, ça a apporté des gros changements. Puis, je vous garantis qu'il va y avoir un avant puis un après la pandémie de COVID-19. Ça va apporter des gros changements dans nos sociétés, c'est sûr et certain. Donc, le fait que quelque chose est nouveau pour la société, ça ébranle notre morale. Je passe tout de suite au bas du texte. Le fait que cette situation-là n'a pas de correspondance dans la morale, comme on ne l'a jamais vécu, ben, on ne peut pas comparer avec quelque chose qu'on a déjà vécu dans notre morale. Je continue. La morale, dans ce cas, n'arrive pas à être éclairante. Comme je l'ai jamais vécu, j'ai pas de solution à apporter à la situation. Nous nous retrouvons alors en présence d'une problématique pratique d'ordre moral. On l'a jamais vécu, on n'a pas de solution, on ne sait pas quoi faire,
On est donc face à une problématique. Pour résoudre une telle problématique, il faut, puis je continue le surlignement, il faut une démarche de solution, de résolution plutôt, de problématiques en matière pratique. C'est ce qu'on va appeler l'éthique. Donc, je recommence ça, là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu difficile à comprendre. On vit notre vie tout bonnement jusqu'au 13 mars 2020. On prend la décision de fermer les écoles et on confine le Québec au complet. Pour en arriver là, on est passé par un processus. Comme c'était quelque chose qu'on n'avait jamais connu, jamais vu pour personne, on a été face à une problématique pratique d'ordre moral. Il fallait arriver avec des décisions à prendre. Pour résoudre cette problématique-là, il y avait une démarche à suivre. Cette démarche-là, c'est ce qu'on appelle l'éthique. Prenez une chose par rapport à la pandémie. Moi, puis mes parents, même mes grands-parents, n'ont jamais connu ça, de ne pas pouvoir se promener d'une région à une autre au Québec. Ils n'ont jamais vu ça, de ne pas pouvoir aller sur l'île de Montréal, par exemple, parce qu'il y a un virus. Quand on est arrivé autour du 13 mars, puis les jours qui ont suivi, il y a des décisions qui ont été prises par rapport à ça. Comme on était face à une situation inédite, c'est-à-dire un virus qui se propage à une vitesse impressionnante, puis qui est quand même d'une dangerosité assez importante, on a été obligé de suspendre certaines des valeurs qui sont importantes pour nous. Par exemple, la liberté. La liberté de pouvoir me promener, puis de me déplacer d'une région à une autre, la liberté de pouvoir aller à Montréal si je le veux. On l'a suspendu, on m'a empêché de le faire, parce qu'on était face à une situation inédite. Face à ça, on était dans une situation qu'on appelle une problématique pratique d'ordre moral. Et pour arriver à la solution, on a passé par le processus éthique. Je résume, il arrive quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais connu. La morale qu'on avait jusque-là nous empêche de prendre la décision parce qu'on n'a jamais vécu la situation. On est face à une problématique et la solution, c'est un processus de réflexion qu'on appelle l'éthique et qui peut nous apporter des solutions. Justement, l'éthique, je viens de le dire un peu, c'est une démarche de réflexion afin de résoudre des problèmes en matière pratique. On a un virus qui est dangereux, il se promène rapidement. Solution, on va réfléchir, l'éthique. Solution, on empêche les gens de se promener. On suspend la liberté des gens. Cette démarche s'enclenche quand la morale ou la conception de la vie bonne sont sans réponse ou quand ce qu'elles prescrivent n'arrive plus à entraîner l'adhésion. On avait beau avoir notre système de valeurs morales en tant que Québécois, face à la situation dans laquelle on n'était pas outillé pour arriver à une solution. On va rajouter 2 remarques en finissant avec ce document-là. Première, c'est jamais la morale dans sa totalité qui est problématisée, mais seulement un ou quelques éléments au sein de celle-ci. On reprend la pandémie. On n'a pas dit, les valeurs québécoises, on jette tout ça au vidange. C'est juste dit, il y a certaines choses qui clochent. La liberté, par exemple, ou la conception de la vie, aussi, la valeur de vie, tenir à la vie de quelqu'un. Il a fallu qu'on réfléchisse à ça. Au début de la pandémie, on nous parlait beaucoup de ça, les fameux respiratoires, les respirateurs. Quand une personne fait de l'asthme ou quand quelqu'un a vraiment des problèmes au niveau des poumons, on nous disait, là, on a un certain nombre de respiratoires, puis si on arrive à cette limite-là, il va falloir prendre des décisions. Des personnes à qui on va devoir enlever la machine pour la donner à quelqu'un d'autre. C'est une problématique qu'on n'avait jamais vécue. On est passé par un processus éthique et on a mis en place un système de décision par rapport à ça. Donc, c'est jamais l'ensemble de la morale qui n'est plus bonne, c'est seulement certains éléments. Deuxième remarque, en tant que processus de réflexion, l'éthique peut servir à dénouer des problématiques autant au niveau personnel qu'au niveau social.
Cependant, au niveau personnel, seule la conception de la vie bonne sera transformée. La morale intersubjective, elle, n'en sera pas affectée. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, prenons la pandémie actuelle, mais les décisions qui sont prises par rapport aux valeurs morales au Québec vont avoir des répercussions sur nos valeurs personnelles. Évidemment que dans un an, tout ce qu'on va avoir vécu va m'amener à me re-questionner sur certaines valeurs ou certaines façons que j'avais de vivre auparavant. Hein, les sorties au restaurant, les voyages, se promener pour rien entre des régions. Évidemment que dans 1 ou 2 ans, je vais avoir réfléchi beaucoup à ça, puis ça va m'avoir amené à changer au point de vue personnel certaines choses. Mais le contraire n'est pas vrai. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple de la fidélité de tantôt, tu es en couple avec quelqu'un, un gars ou une fille, puis t'apprends que cette personne-là t'a trompé, puis t'as des preuves, t'as des photos, ben le fait que ta fidélité soit ébranlée va rien changer à la société au complet. Donc, les valeurs morales peuvent apporter des changements personnels, mais tes valeurs personnelles peuvent pas apporter des changements à la société au complet. Je pense que c'est assez logique. J'espère que c'est assez clair. Si ce ne l'est pas, ben c'est vous m'écrivez, courriel, par Teams surtout, ça va beaucoup mieux. En plus, je l'ai sur mon cell, fait que je peux répondre facilement. Ou par Facebook. Ça devrait bien aller de ce côté-là. Si jamais c'est comme plus qu'une question, puis je vois que ça va être difficile à expliquer en texto, on pourra peut-être s'appeler par Teams ou par Facebook. D'habitude, ça va assez bien pour expliquer. Je suis conscient que c'est de la grosse matière. Reculez la vidéo si jamais c'est pas clair. Posez-moi une question, sinon ça va me faire plaisir de vous aider. Pour terminer la vidéo, je vous ai envoyé aussi par Teams ce document, donc les pages 30-32. C'est un questionnaire sur les pages qu'on vient juste de faire. C'est ce que vous avez à faire comme exercice cette semaine. Donc, c'est des questions à répondre tout simplement, chose qu'on aurait faite en classe si ça n'avait pas été de cette COVID. Fait que vous allez avoir à répondre à ça, puis je vais le corriger dans la vidéo de la semaine prochaine. Là, je sais qu'il y a des pointages là, partout, mais je ne compterai pas cet exercice-là. Donc, stressez-vous pas avec les points. Sauf que les points peuvent vous aider des fois à savoir quoi mettre sur les lignes. Je vais passer les questions rapidement. Question 1. Qu'est-ce qu'une problématique pratique d'ordre moral? Je pense que vous devriez être bon pour aller retrouver ça dans le texte, puis répondre à la question. C'est sur 3, donc il y a des bonnes chances que ça me prend au moins comme 3 lignes, donc 3 éléments de réponse. Petit truc, au lieu d'essayer d'écrire sur les lignes, ce qui donne à peu près ça, donc ça décale tout le travail, effacez les lignes, écrivez à partir d'ici, ça va aller beaucoup mieux. 2, c'est un vrai ou faux, donc V ou F dans les colonnes, juste ici. Je ne lis pas un par un avec vous. 3, qu'est-ce que l'on retrouve en chaque personne et qui est constitué d'un mélange de valeurs subjectives et morales, donc comment on appelle ça, cet amalgame-là, ce mélange-là. 4, quelle est la particularité des valeurs morales sises au cœur de la conception de la vie bonne d'une personne? Donc, c'est quoi la particularité des valeurs morales qui sont? Donc, si c'est un très beau mot pour dire qui sont au cœur de la conception de la vie bonne d'une personne. 5, expliquer brièvement ce qu'est un changement de mentalité. Donc, c'est sur 4. Donc, il devrait y avoir 4 éléments de réponse, donc pas loin de 4 lignes probablement. Tu m'expliques, tu ne fais pas juste nommer, t'expliques c'est quoi un changement de mentalité. Donc, un changement de mentalité, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Ça arrive quand, bla, bla, bla. Vous me faites une réponse avec ça. 6. L'identité d'une personne passe par l'amalgame de 2 choses, lesquelles, qu'une ici, une là. Nommer 4 sources de transformation des sociétés. Nos sociétés se transforment. 4 raisons pourquoi ils se transforment. Sur 4. 8. Je suis un idéal de vie personnelle, une conception de ce qu'est pour chacun une vie épanouissante, une vie digne d'être vécue. Et 9. Qu'est-ce que l'éthique?
Donc, tu m'expliques tout simplement qu'est-ce que c'est l'éthique, qu'est-ce que tu en as compris. Vous faites ça avec les pages 26 à 29. C'est pas évalué, donc tu n'es pas obligé de me le renvoyer. Si tu le fais sur Teams, ben moi, ça me permet de voir que tu l'as consulté. Puis si tu cliques sur retourner, ça me permet de voir que tu l'as remis, donc tu l'as possiblement terminé. Vous n'êtes pas obligé de me le renvoyer par contre. Vous devez le faire pareil toutefois. Puis on va le corriger dans la vidéo de la semaine prochaine. En terminant, je vous souhaite une bonne semaine, puis une bonne journée, un bon restant de journée. Si vous avez des questions, c'est par courriel, par Teams, par Facebook. Vous pouvez aussi m'appeler sur les mêmes plateformes. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, à la prochaine. On se voit dans la vidéo de la semaine prochaine.